Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent véritablement s'éveiller après 40 ans, comme si elles avaient repassé des décennies endormies et trouvaient soudainement une authenticité et un sens qu'elles n'avaient jamais connus auparavant? Ce n'est pas un hasard. Une recherche récente de l'université de Stanford a révélé une donnée surprenante. 68% des adultes de plus de 40 ans déclarent une satisfaction de vie supérieure à celle qu'ils éprouvaient à 20 ou 30 ans. Ce chiffre défie complètement notre récit culturel sur le vieillissement. Mais pourquoi? Pourquoi tant de personnes trouvent-elles un plus grand bonheur précisément quand notre culture nous enseigne que nous devrions entrer en déclin? La réponse avait été anticipée par le brillant psychologue Carl Jung des décennies avant que la science ne le confirme. La vie commence vraiment à 40 ans. Jusque-là, vous ne faites que de la recherche. Cette affirmation provocante suggère quelque chose de révolutionnaire, que les 40 premières années de nos vies ne sont qu'une préparation, un laboratoire expérimental où nous construisons des identités et absorbons des valeurs qui, souvent, ne sont même pas véritablement les nôtres. Si vous trouvez de la valeur dans cette exploration, envisagez de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Chaque nouvelle connexion nous rapproche des 1000 abonnés et nous permet de continuer à apporter ces réflexions profondes sur les étapes de la vie. La culture contemporaine, obsédée par la jeunesse, nous a conditionnés à craindre chaque ride et cheveux blancs, interprétant le passage du temps exclusivement comme une perte. Le phénomène communément appelé crise de la quarantaine est typiquement dépeint comme un effondrement désespéré. Des hommes achetant des voitures de sport rouges, des femmes cherchant des procédures esthétiques, tous tentant frénétiquement de s'accrocher à ce qui échappe inévitablement. Mais si cette interprétation était fondamentalement erronée, et si ce que nous appelons crise était en réalité un éveil, si les signes que nous interprétons comme de la panique étaient en fait les premiers pas vers l'authenticité. Durant les premières décennies de la vie adulte, nous investissons d'énormes quantités d'énergie dans la construction de ce que Jung appelait la persona, le masque social que nous présentons au monde. L'enquête mondiale Gallup de 2023 indique que 72% des jeunes adultes, 18-35 ans, considèrent comme extrêmement important la façon dont ils sont perçus par les autres, orientant leurs décisions de vie principalement selon des attentes externes. D'où regardez-vous cette vidéo? Laissez dans les commentaires votre localisation et votre âge. C'est fascinant de voir comment des personnes, à différentes étapes de la vie et de différentes régions, repensent leur relation au vieillissement. Cette persona que nous créons, bien que nécessaire pour la navigation sociale, se développe souvent aux dépens du véritable soi. Nous construisons des carrières impressionnantes, formons des familles modèles et accumulons des réussites qui semblent définir le succès, mais souvent en suivant des scénarios écrits par d'autres, parents, professeurs, médias, culture. C'est comme vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Mais quelque chose d'extraordinaire commence à se produire autour de 40 ans, quelque chose que la science moderne n'a que récemment commencé à documenter. Des chercheurs du Centre de longévité de l'Université de Stanford ont découvert qu'après 40 ans, le cerveau humain connaît des changements fascinants. Les régions préfrontales, celles responsables du jugement, de la prise de décision et du contrôle des impulsions, atteignent une maturité idéale, nous permettant de filtrer les décisions à travers nos valeurs internes plutôt que par des pressions externes. Simultanément, l'amygdale, centre de traitement de la peur, devient moins réactive, résultant en une plus grande stabilité émotionnelle. C'est presque comme si la biologie nous préparait à une révolution interne. Les 40 premières années sont souvent vécues en répondant aux attentes externes. Les années suivantes offrent l'opportunité de répondre aux besoins internes, observe Dr. Viviane Clayton, neuropsychologue spécialisée dans le développement adulte. Ce changement d'orientation externe à interne est précisément ce que Jung a identifié comme le début du véritable processus d'individuation. Imaginez passer des décennies à construire méticuleusement une maison qui impressionne tous ceux qui la voient, pour un jour vous rendre compte que vous ne vous sentez pas à l'aise d'y vivre. Les murs sont beaux, mais ne reflètent pas vos goûts personnels. Les pièces sont organisées pour divertir les invités, pas pour nourrir votre âme. C'est l'expérience de nombreuses personnes atteignant la quarantaine. La perception soudaine et parfois perturbante qu'elles ont construit des vies qui semblent impressionnantes de l'extérieur,
mais qui ne résonnent pas véritablement à l'intérieur. Le processus que Jung appelait individuation, le voyage vers l'intégration psychologique et l'authenticité, prend un nouvel élan à cette phase. L'individuation n'est pas un luxe psychologique, mais une nécessité existentielle, explique Dr. James Hollis, analyste jungien contemporain. À la quarantaine, les questions changent de « qu'est-ce que le monde veut de moi ?» à « qu'est-ce que mon âme exige de moi ?» Cette transition commence souvent par un sentiment d'inquiétude ou d'insatisfaction qui ne peut être facilement identifié. Des relations qui semblaient auparavant satisfaisantes commencent à paraître vides. Des carrières autrefois passionnantes deviennent monotones. Des objectifs atteints se révèlent étrangement insatisfaisants. Ce n'est pas que la vie soit devenue pire, c'est que l'âme commence à exiger plus d'authenticité. Jung a identifié un élément crucial dans ce processus, la rencontre avec l'ombre. Il ne s'agit pas seulement des aspects négatifs que nous réprimons, mais de toutes les parties de nous-mêmes que nous avons sacrifiées sur l'autel de l'adaptation sociale. Des talents non développés, des passions abandonnées, des aspects de la personnalité considérés comme inadéquats ou inopportuns. À la quarantaine, ces parties commencent à frapper à la porte de la conscience, exigeant reconnaissance. L'une des découvertes les plus révélatrices des neurosciences modernes est que ce processus d'intégration n'est pas seulement psychologique, mais neurobiologique. Des études de neuroimagerie montrent que, durant la quarantaine, il y a une plus grande communication entre les hémisphères cérébraux et des régions précédemment isolées. C'est comme si le cerveau était littéralement en train de s'intégrer, reflétant extérieurement le processus interne que Jung a décrit. Mais voici le tournant fascinant. Bien que ce processus soit souvent déclenché par un sentiment de perte de la jeunesse, de certaines capacités, de rêves non réalisés, il ouvre la voie à quelque chose de bien plus précieux. Une vie authentique basée sur qui vous êtes réellement, pas sur qui vous pensiez devoir être. La question centrale devient comment naviguer consciemment dans cette transition? Et pourquoi certaines personnes émergent de cette phase avec des vies profondément renouvelées, tandis que d'autres semblent rester piégées dans des schémas d'amertume ou de déni? Curieusement, la réponse à cette question varie significativement en fonction de facteurs que nous considérons rarement lorsque nous pensons au développement personnel. La transformation à la quarantaine ne se produit pas dans le vide. Elle est profondément influencée par des facteurs culturels, socio-économiques et de genre qui sont rarement discutés. Voici une révélation surprenante. Alors que les cultures occidentales encadrent souvent la quarantaine comme une période de crise, de nombreuses cultures orientales la considèrent comme l'apogée de la sagesse et de la contribution sociale. Une étude fascinante menée par le Centre de recherche interculturelle de Tokyo a découvert que les Japonais d'âge moyen rapportent rarement la crise typique occidentale, mais décrivent cette phase comme Toritsu, une période d'équilibre et de responsabilité élargie. Dans la culture japonaise, la quarantaine ne marque pas un déclin, mais une ascension au statut de Chuken, celui qui est au centre, équilibrant les générations plus jeunes et plus âgées. De même, des recherches auprès des communautés autochtones démontrent des concepts de développement adulte qui ne suivent pas la trajectoire linéaire occidentale. Chez les peuples navajos, par exemple, la quarantaine est vue comme le moment où une personne a enfin suffisamment de sagesse pour devenir un véritable contributeur à la tribu. Loin d'être une période de crise, c'est le début de la phase la plus valorisée de la vie. Cette perspective culturelle soulève une question provocante. Combien de notre crise de la quarantaine est biologiquement ou psychologiquement inévitable, et combien est simplement le résultat de vivre dans une culture qui idolâtre la jeunesse et craint le vieillissement? Au-delà de la culture, les facteurs socio-économiques impactent dramatiquement cette transition. Une étude longitudinale de l'Université du Michigan a suivi 5000 adultes pendant 2 décennies et a découvert que les individus confrontés à l'insécurité financière vivaient la quarantaine de façon radicalement différente de ceux jouissant d'une stabilité économique. Pour beaucoup, particulièrement dans les communautés marginalisées, la recherche des 40 premières années que Jung mentionne peut être dominée par la survie, non par l'auto-exploration. Le genre façonne également profondément cette expérience. Dr. Mary Piffer, psychologue et auteur, observe que les femmes font souvent face à une double crise à la quarantaine. Gérant simultanément les changements physiques significatifs de la ménopause,
et la renégociation des rôles sociaux après que les enfants grandissent ou que les mariages se terminent. Alors que l'homme d'âge moyen dans le récit culturel est souvent dépeint cherchant la jeunesse externe, la femme navigue souvent dans une redéfinition interne complexe de l'identité. Les critiques de la théorie jungienne soulignent également son focus excessif sur l'intériorité, arguant que les transformations à la quarantaine sont également façonnées par des facteurs externes comme les changements technologiques, économiques et sociaux. Le sociologue Dr. Andrew Cherlin suggère que les crises de la quarantaine contemporaine sont souvent liées à l'instabilité économique et à l'obsolescence professionnelle dans une ère de changements accélérés. Un cadre de 50 ans confronté à l'irrelevance dans un domaine dominé par des jeunes de 25 ans ne gère pas seulement des questions existentielles internes, explique Cherlin, mais des réalités externes concrètes concernant la valeur sociale et économique dans une société qui privilégie l'innovation sur l'expérience. Ces perspectives diverses n'invalident pas la vision jungienne. Elles l'enrichissent, suggérant que le véritable potentiel de la quarantaine émerge lorsque nous intégrons à la fois le travail interne d'individuation et la reconnaissance des facteurs externes qui façonnent notre expérience. Mais comment exactement traduisons-nous cette compréhension théorique en une transformation pratique? Comment naviguer consciemment dans cette transition pour émerger non seulement plus âgé, mais véritablement plus sage et authentique? Des études récentes ont identifié des modèles surprenants parmi les personnes qui non seulement survivent, mais prospèrent pendant cette transition de vie. 3 pratiques spécifiques semblent faire toute la différence. Un programme pionnier de l'Université de Colombie-Britannique a identifié 3 pratiques transformatrices qui distinguent ceux qui renaissent effectivement à la quarantaine. Premièrement, une évaluation honnête des valeurs personnelles, séparée des attentes intériorisées, littéralement en demandant à qui appartient cette voie lorsqu'ils sont confrontés aux devoirs et obligations qui dirigent leur vie. Ce processus de différenciation est fondamental pour identifier quels aspects de la vie actuelle résonnent réellement avec le soi authentique. La deuxième pratique implique le développement d'une présence attentive, la capacité d'observer les pensées et les émotions sans jugement immédiat. La neuroimagerie révèle que cette pratique augmente l'activité dans le cortex singulaire antérieur, région associée à la conscience de soi et à la surveillance des conflits internes. En termes pratiques, cela signifie développer la capacité de remarquer quand nous opérons depuis la persona et quand nous sommes connectés à des valeurs authentiques. La troisième, et peut-être la plus puissante pratique, est la culture délibérée de relations qui soutiennent l'authenticité plutôt que la conformité. L'étude a documenté que les participants qui ont consciemment réévalué leurs cercles sociaux, se rapprochant des personnes qui les encourageaient à être authentiques et s'éloignant des relations basées sur des attentes rigides, ont connu des transformations plus profondes. Les résultats sont impressionnants. Les participants ayant complété le programme ont rapporté 62% moins de symptômes d'anxiété, 47% plus de clarté de but et 58% plus de satisfaction dans les relations après 6 mois. Ce n'est pas que les circonstances externes aient changé drastiquement, explique Dr. Michael Coleman, chercheur principal, mais la relation avec ces circonstances s'est fondamentalement transformée. Le neuroscientifique Dr. Richard Davidson synthétise ses découvertes. Le cerveau à la quarantaine est idéalement structuré pour l'intégration, connectant les expériences passées avec les possibilités futures, équilibrant raison et émotion et synthétisant des contradictions apparentes en un tout cohérent. Cette capacité neurale à l'intégration reflète précisément le processus psychologique d'individuation que Jung a décrit. Si ces réflexions sur la véritable nature de la quarantaine résonnent avec vous, envisagez de renforcer notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. Chaque nouvelle connexion nous rapproche non seulement des 1000 abonnés, mais élargit ce cercle de personnes engagées dans une vision plus profonde et authentique du vieillissement. La compréhension révolutionnaire de Jung, que la vie commence vraiment à 40 ans, n'était pas seulement une affirmation réconfortante, mais une profonde perception psychologique validée par des décennies de recherches subséquentes. La quarantaine offre une opportunité singulière, la chance de réécrire notre histoire non seulement comme nous aurions aimé qu'elle soit, mais comme elle peut encore être, avec plus de sagesse, de courage et d'authenticité. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà expérimenté cet éveil
qui accompagnent souvent la quarantaine. Quel masque avez-vous remarqué ne plus vous servir? Quelles parties authentiques de vous-même émergent? Vos réflexions ne feront pas seulement approfondir votre propre processus, mais pourront éclairer le chemin pour d'autres spectateurs naviguant dans cette transition transformatrice. Peut-être que la véritable crise de la quarantaine n'est pas la peur de vieillir, mais la peur de finalement affronter la question la plus importante de toutes. Qui suis-je au-delà des rôles que j'ai joués, des masques que j'ai portés et des attentes que j'ai intériorisées? Cette question ne marque pas la fin de quelque chose de précieux, mais le début de quelque chose d'inestimable. Une vie enfin vécue selon vos propres termes, avec la sagesse d'apprécier chaque moment et le courage d'être authentiquement vous.